Quel regard portez-vous sous nos 6 parlementaires à l'Assemblée et au Sénat? C'est un regard plein de compassion. Nous avons affaire à 6 personnes de talent et qui font ce qu'elles peuvent pour défendre les intérêts de la Martinique selon la conception qu'elles ont de l'intérêt de la Martinique. Mais nul n'ignore qu'être parlementaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale ou au Sénat en France, c'est extrêmement difficile dans la mesure où il n'y a pas de majorité bien claire et dans la mesure où le gouvernement ne cesse de louvoyer entre les groupes existants pour continuer à exister. Donc nos parlementaires donnent tantôt un coup de main au gouvernement, tantôt mettent plutôt des bâtons dans les roues du gouvernement. C'est plutôt la deuxième hypothèse qu'on voit le plus fréquemment. Et on ne peut pas dire que leur action soit déterminante dans l'évolution actuelle ni de l'Assemblée nationale, ni du Sénat, ni du gouvernement. En tout cas, s'ils avaient en tant que parlementaires une action à réclamer, je leur suggérerais de réfléchir à la suppression du ministère des colonies. Le ministère de la France d'Outre-mer, le ministère des Outre-mer, reste un ministère des colonies. Il serait très intéressant de le supprimer pour 2 raisons. D'abord, ce serait là l'occasion de faire des économies à un moment où le gouvernement cherche désespérément à équilibrer son budget en faisant 40 milliards d'euros d'économies. Et puis surtout, ce serait l'occasion donnée de faire traiter les problèmes de l'outre-mer au sein des différents ministères, sans que les problèmes de l'outre-mer soient systématiquement considérés comme des problèmes à part. Et puis ce serait, par le même mouvement, la possibilité pour les dirigeants nationaux de se rendre un peu mieux compte que maintenant que la France, ce n'est pas seulement l'Hexagone, mais que la grandeur de la France, si on peut parler de la grandeur de la France, tient beaucoup au territoire ultramarin. Donc nos parlementaires pourraient se prendre cette mission-là et agir pour que ce ministère soit supprimé définitivement. Quelle serait selon vous l'urgence première de l'exécutif en Martinique? L'urgence première de l'exécutif en Martinique est de respecter la loi de décentralisation. Il y en a d'ailleurs 2 ou 3 dans la même direction, consistant à imposer à la région, maintenant à la CTM, d'établir un projet de développement ou un schéma de développement économique, social, culturel, environnemental et international. Ce serait l'occasion de mettre autour de la même table tous les agents qui sont partie prenante du développement et puis d'établir des projets chiffrés, datés, à partir desquels toutes les énergies martiniquaises pourraient se mobiliser. Ce serait un plus considérable, au lieu que les décisions soient prises aujourd'hui par un très petit nombre et que ces décisions varient en fonction des échéances électorales et des préoccupations des uns et des autres. Donc la priorité absolue de la CTM devrait être enfin de respecter la loi en élaborant un projet de développement économique, social, culturel, environnemental et international pour la Martinique. Seriez-vous favorable à une TVA à taux 0 comme en Guyane, ainsi que revisiter l'octroi de mer? Je serais favorable à la diminution du maximum d'impôts. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, la France a des prélèvements obligatoires qui s'élèvent à 47% du produit intérieur brut, ce qui est un record au niveau de l'Europe. Et naturellement, les Martiniquais contribuent à ces prélèvements obligatoires. Donc à propos de la TVA comme de l'octroi de mer, la TVA, je le rappelle, c'est un impôt indirect. Or, il n'y a pas plus injuste que les impôts indirects. C'est un impôt qui est payé au même moment quand on achète une chemise, qu'on ait un revenu de 10 000 euros ou un revenu de 2 000 euros ou de 1 000 euros, on va payer le même montant de TVA. Et donc il est clair que le montant qu'on va payer,
représente une proportion beaucoup plus importante pour celui qui gagne 2 000 euros que pour celui qui gagne 10 000 euros. Donc la suppression de la TVA et son remplacement, enfin, la suppression ou au moins sa diminution et son remplacement par une augmentation de l'impôt sur le revenu serait une mesure de justice et d'efficacité. Quant à l'octroi de mer, dont on nous dit tout le temps que c'est un instrument important de développement, de protection de la production locale, laissez-moi sourire pour le moins. Si l'octroi de mer était un outil de développement de la Martinique, cela se saurait. Il y aurait moins de chômage en particulier à la Martinique. Donc l'octroi de mer doit faire l'objet d'une nouvelle visite, hein, pour reprendre l'expression. Il faut se mettre autour de la table et voir comment on finance le fonctionnement des collectivités qui aujourd'hui dépend beaucoup de l'octroi de mer. En plus, je tiens à le dire clairement, eh bien, plus nous importons de choses, plus les élus ont de l'octroi de mer dans les poches pour payer leurs charges de fonctionnement. Est-ce que c'est ainsi qu'on encourage le développement de la Martinique? Certainement pas. Donc il y a une contradiction entre le prélèvement de l'octroi de mer et le développement, même si depuis quelques années, une partie de la production locale est également touchée par l'octroi de mer. Comment enrayer cette spirale de violence en Martinique qui nous affecte toutes les semaines? Il faut là-dessus distinguer le court terme et le long terme. À court terme, il est indispensable que l'État, dont c'est la vocation, dont c'est le rôle, dont c'est la mission, dont c'est la raison d'être, eh bien, mette les moyens nécessaires pour protéger la population de la Martinique. D'après des études faites par ailleurs, on constate que la France, pas seulement en Martinique, mais la France dans son ensemble, consacre à ce qu'on pourrait appeler la chaîne de la sécurité, c'est-à-dire les gendarmes, les policiers, la magistrature, etc., consacre 3 fois moins que les autres pays d'Europe à la chaîne de la sécurité. Donc il faut que la France augmente sa part de budget consacrée à la sécurité et naturellement, subséquemment, installe en Martinique les radars qui sont promis depuis de longues années, les drones qui sont promis depuis de longues années, la compagnie régionale républicaine de sécurité. Je pense qu'il est très urgent d'installer en la Martinique une compagnie républicaine de sécurité pour travailler à la sécurité des Martiniquais. On a mis dans la tête des Martiniquais que les CRS avaient contribué à tuer des jeunes Martiniquais en décembre 59, c'est totalement faux. Les CRS sont de bons techniciens du maintien de l'ordre. D'ailleurs, quand il y a eu les événements l'année dernière, on était bien content qu'il y ait une compagnie particulière de CRS qui vienne en Martinique. Ça, c'est pour l'immédiat, c'est pour le court terme. Mais s'agissant du long terme, il faut aller plus loin. Il faut, d'une part, revaloriser le travail et revaloriser la famille. Il faut aussi que le corps enseignant, qui a une responsabilité très importante, participe à la revalorisation de la famille et du travail. Je rappelle qu'en Martinique, nous avons 52% des familles qui sont des familles monoparentales. C'est-à-dire où, et en général, la famille monoparentale, c'est une famille où c'est la maman seule qui élève les enfants. Eh bien, il est très important de réhabiliter la famille biparentale avec un papa et une maman. Il faut également réhabiliter le travail, c'est très important. Et les gouvernements socialistes, depuis les années 81, ont beaucoup fait pour dévaloriser le travail, notamment en versant à U et à DIA des subventions, du RMI, ensuite du RSA, qui permettent à des gens de considérer qu'il est plus avantageux pour eux de rester chez eux que d'aller travailler. C'est vrai que la combinaison d'un SMIC pas très élevé et puis d'un RSA qui permet tout de même à certaines personnes de survivre est quelque chose de diabolique, hein, pour le développement économique. Donc il faut réorganiser la société sous cet angle-là, revaloriser le travail, revaloriser la famille, et puis comme nous le disions à l'instant, bien qu'il y ait un projet de développement, et tout cela intervient, tout cela a son rôle à jouer dans la lutte contre l'insécurité qui fait tous les jours des dégâts considérables en Martinique.
Pour le MEDEF, percevoir une retraite à taux plein à l'âge de 66 ans plutôt qu'à 67 ans coûterait à l'État 1,2 milliard en 2030 et 5,5 milliards en 2046. Quelle est votre position sur l'âge légal à la retraite? Vous proposeriez quoi, monsieur le consultant? Disons il y a deux éléments qu'il faut voir. Il y a la concurrence internationale. Est-ce que les gens qui sont nos concurrents travaillent jusqu'à 60 ans, jusqu'à 65 ans, jusqu'à 67 ans? Il faut bien avouer que la tendance est plutôt à travailler un peu plus longtemps que 62 ans, il faut le dire. Donc si on ne veut pas avoir des conditions de concurrence trop faussées, il vaut mieux aller vers une retraite autour de 64 ans, de 65 ans. Mais deuxième élément sur la retraite elle-même, si les gens étaient plus satisfaits de leurs conditions de travail, ils seraient moins attentifs à l'âge de départ à la retraite. C'est très important. Et puis le troisième élément qu'il faut intégrer, c'est que nous vivons en France dans un système de retraite par répartition. Je suis étonné que le MEDEF, qui devrait avoir une bonne compétence économique, n'intègre pas cet aspect-là des choses dans ses raisonnements. Notre système de répartition conduit, beaucoup d'entre nous ne sont pas au courant de ces subtilités économiques, conduit à ce que ce soit ceux qui sont en train de travailler qui payent la retraite de ceux qui sont en non-activité, à la retraite. Ce qui veut dire qu'il y a une proportionnalité entre ce qui est versé et ce qui est travaillé. Je veux dire que si nous n'avons pas de chômeurs, eh bien ça fait beaucoup de cotisants en activité et donc beaucoup de ressources pour les retraités. Si au contraire, on a beaucoup de chômeurs, et vous savez que le chiffre réel de chômeurs en France a été révélé ces dernières semaines et qu'il s'élève à 6 millions de personnes, eh bien quand nous avons beaucoup de chômeurs, il y a forcément beaucoup de cotisants en moins et il y a beaucoup moins de ressources pour les retraités. Le problème, il est là. Vous n'entendez jamais tous ceux qui parlent de l'âge de la retraite mentionner le fait qu'il y a 6 millions de chômeurs. Mais c'est là le fond du problème. Il faut changer le système, il faut revoir le système de protection sociale en France et notamment, naturellement, faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de chômeurs et beaucoup plus de personnes au travail. Que pensez-vous du dernier sommet de l'OTAN? C'est une date extrêmement importante que cette date du 25 juin à La Haye, où il y a environ une trentaine de membres de l'OTAN. D'abord, il faut rappeler ce qu'est l'OTAN. L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est une organisation qui est née au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et qui était destinée à organiser la défense du monde occidental contre de supposées attaques du camp de l'Union soviétique. Alors, maintenant, nous n'allons pas trop rester sur l'histoire. Maintenant, M. Trump, Donald Trump, président des États-Unis, a fait sa campagne sur le thème notamment, il a fait sa campagne sur beaucoup d'autres thèmes du même genre, sur le thème que les États-Unis, donc les Américains, y compris l'ouvrier, y compris l'agriculteur américain, payaient la sécurité des Européens, autres membres de l'OTAN. Et il a dit qu'il obtiendrait que les autres membres de l'OTAN consacrent 5% de leur produit intérieur brut à la défense nationale. Aujourd'hui, en moyenne, les pays d'Europe consacrent entre 1,5 et 2% de leur produit intérieur brut à la défense nationale. Alors, ce qui est monstrueux, c'est que sitôt qu'il a annoncé ce souhait aux membres de l'OTAN, il a obtenu l'unanimité des chefs d'État et de gouvernement qui étaient représentés à La Haye. Il y a eu un seul chef de gouvernement à avoir refusé ce diktat de M. Trump, ça a été le chef du gouvernement espagnol. Il a été le seul à ne pas se coucher. Or, la France aujourd'hui consacre à peu près 2% de ce produit intérieur brut à la défense nationale, c'est-à-dire un chiffre de l'ordre de 50 milliards d'euros. Passer
à 5% du produit intérieur brut, même si c'est à terme de 10 ans, c'est arriver à un chiffre de l'ordre de 140 à 150 milliards d'euros consacrés à la défense nationale. C'est-à-dire, compte tenu des difficultés qu'on connaît déjà en France, mais c'est diminuer les budgets de l'éducation nationale, de la recherche, de la santé, de la sécurité, de tout ce que vous voulez. Donc c'est juste de la folie, c'est juste de la folie que d'avoir pris l'engagement de porter à 5% du produit intérieur brut le budget de défense nationale de la France comme des autres pays, parce que la plupart des autres pays sont en moins de difficultés budgétaires, mais en part de budget consacré à la défense est à peu près comparable. En plus, il s'agirait, il faut aller un peu plus loin, sur les 5%, de consacrer 3,5% aux armes et aux hommes, et 1,5% aux infrastructures portuaires, aéroportuaires qui faciliteraient l'action de la défense. Ce qui veut dire qu'à partir de cet engagement, les forces armées auraient leur mot à dire dans toutes les dépenses d'infrastructures envisagées par les pays de l'OTAN. Je dois dire, par ailleurs, c'est un élément très important, que les États-Unis sont le premier fabricant d'armes dans le monde. Autrement dit, si on augmente le budget militaire des autres pays de l'OTAN, ce serait autant de commandes supplémentaires pour les usines d'armement américaines. Donc, et en plus, nous devons ajouter que lorsque les États-Unis vendent des armes assez sophistiquées aux autres pays, ils ont toujours leur mot à dire sur l'utilisation de ces armes. Donc il s'agit d'une perte de souveraineté absolument inadmissible et sur laquelle il serait urgent que le Parlement français discute, comme devraient en discuter le Parlement italien, le Parlement allemand, etc., tous les pays de l'OTAN. Alors c'est une date historique parce que, de manière très claire, les pays de l'OTAN se sont véritablement agenouillés, pour ne pas dire couchés, devant le gouvernement, le président américain, en prenant des engagements que ces pays-là sont pour la plupart dans l'incapacité de respecter. L'intelligence artificielle risque de supprimer beaucoup d'emplois. Vous en pensez quoi? Je pense que l'être humain est ainsi fait que lorsqu'il a une capacité d'utiliser la science pour travailler moins, il utilise cette capacité pour travailler moins. Et je pense que l'intelligence artificielle, qui présente un danger réel quant au développement de l'intelligence, quand on voit des jeunes de 12 ans, 13 ans commencer à utiliser l'intelligence artificielle, ça veut dire que très souvent, ils mettent leur propre intelligence en sommeil. Donc, la progression de l'intelligence artificielle va se traduire par une transformation encore plus grave du citoyen en simple consommateur et pas en producteur. Ça, c'est une chose très importante. Mais quand l'intelligence artificielle permet de faire à la place de l'homme, notamment de l'homme adulte, de l'homme au travail, certaines choses, tant mieux. Et je pense que ce développement de l'intelligence artificielle va accélérer une nécessaire réflexion sur la place du travail dans nos vies. Est-ce que nous vivons pour travailler ou bien est-ce que nous travaillons pour vivre? C'est une question importante qu'il nous faut nous poser sans cesse. Et je suis de ceux qui pensent que le travail tient aujourd'hui une trop grande place dans la vie, notamment des salariés qui ont des petits salaires, et une place qu'il faut revoir pour l'ensemble. Alors celui qui fait un métier qui le passionne, qui lui rapporte beaucoup d'argent et qui lui rapporte une belle considération sociale, il peut travailler 15 heures par jour, ou s'il le veut. Mais le salarié qui gagne 1000 euros ou bien 50 euros par mois, comme il y en a sur la planète, on peut comprendre qu'il veuille que le travail représente un peu moins dans sa vie, parce que le travail n'est pas quelque chose de très valorisant. Et on revient au problème de l'âge de la retraite.
quelqu'un qui gagne 50 € par mois, et il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le croit, eh bien veut prendre sa retraite le plus tôt possible, et ça se comprend très bien. Auriez-vous une conception de l'avenir dans un monde contemporain pour la Martinique? Alors ma conception est très simple. D'abord, tenter d'exceller chez nous-mêmes, être exemplaire chez nous-mêmes. Et il y a du boulot, comme dit l'autre. Mais en plus de cela, notre vocation, me semble-t-il, est de féconder le monde de nos cultures métisses. Notre vocation est de féconder le monde de nos cultures métisses. Et de ce côté-là, le travail a déjà commencé, pas seulement dans le champ du sport ou bien de la musique. Nous avons des ingénieurs, nous avons des chercheurs, des architectes, etc., martiniquais, qui fécondent le monde de leur culture métisse. Et dans ce concept-là, eh bien, la France et l'Europe constituent à la fois d'excellents terrains de lancement et de démonstration. D'excellents terrains de lancement, d'expérimentation et de démonstration. Je pense que c'est cela notre vocation, exceller chez nous, être exemplaire chez nous et féconder le monde de nos cultures métisses. Et je tiens à dire que culture métisse, ça ne se réfère pas à une couleur de peau, ça se réfère à des individus qui, par leur naissance ou par leur vie, leur lieu de vie, sont en situation de mélange, de mixité permanente. Nous sommes la préfiguration du monde de demain. Nous sommes amérindiens, nous sommes européens, nous sommes africains, nous sommes océaniens, nous sommes indiens. Bref, nous avons en nous, dans notre culture au sens large, eh bien, des traces des principales civilisations du monde. C'est un atout considérable. En plus, nous avons souffert, en tout cas nos ancêtres ont souffert, pour beaucoup d'entre nous. Eh bien, ça nous donne un sens de l'humain, un sens de la résilience que tout le monde n'a pas. Nous sommes les représentants du monde de demain. Eh bien, soyons fiers de cela et puis fécondons le monde